Donc, merci de venir présenter cet Equipex, un gros projet qui rentre parfaitement dans les réflexions qu'on a présentées ici. Et il nous semblait important de pouvoir avoir une vue de ce projet-là et de voir après, par la suite, les interactions qu'on pouvait avoir. Merci encore. Merci beaucoup, Xavier. Merci à tout le monde aussi, enfin tous les organisateurs pour avoir proposé de présenter le projet. Je suis Vincent Dotal, je suis aujourd'hui professeur des universités à CY Cergy Paris Université. Mais je travaille, c'est un poste dans le cadre d'un CPJ en Cultural Heritage Science and Engineering, mais j'étais jusqu'en septembre au C2RMF et je reste chercheur associé au C2RMF. Et effectivement, j'ai la chance d'assurer la coordination scientifique de ce projet ESPADON, qui a un nom un petit peu particulier, mais qui est un acronyme en fait qui signifie en sciences du patrimoine l'analyse dynamique des objets anciens et numériques. Et je dois dire que les deux présentations, à la fois, bon, je n'étais pas au courant, moi, de l'ensemble des travaux qui sont menés dans le cadre des ateliers du consortium 3D, en tout cas pas finement, et les deux présentations, à la fois de Sarah et de Valentin, sont extrêmement intéressants en termes d'évolution et en termes de possibles dans les outils présentés et qui pourraient et qui vont sans doute pour tout ou partie, je dirais, intégrer la dynamique qu'on essaye aussi de notre côté de mettre en place. Et j'y vois un intérêt très fort compte tenu de la pertinence et du niveau de réflexion et d'avancement sur un certain nombre d'aspects. Donc, je suis encore une fois, je suis ravi d'être là et de pouvoir vous présenter cette dynamique, la dynamique autour de cette Equipex. Et je vais essayer d'être pas trop long parce que j'ai tendance à toujours parler un petit peu trop. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous sentez que ça commence à être un petit peu trop long. Les sciences du patrimoine, en fait, j'aime bien commencer par cet aspect-là. Aujourd'hui, on s'oriente vers une recherche qui est de plus en plus transdisciplinaire au sens générique. Valentin signalait ça en disant que les modèles avaient été développés au début autour de l'archéologie et puis aller beaucoup sur les aspects matériels. Mais effectivement, si on regarde les sciences du patrimoine, cette orientation vers des sciences de plus en plus collaboratives va nous amener certainement à aller vers une science du patrimoine qui intégrera l'ensemble des aspects qu'on peut y mettre. Et on peut la décrire au travers de trois grands axes. Un axe d'études synchroniques plutôt autour de la conservation-restauration qui va intégrer la caractérisation des matériaux, comprendre les mécanismes d'altération et décrire leurs états de conservation et qui vont permettre sur du long terme d'assurer de mettre en place la mise en place de nouvelles méthodes de traitement, de méthodes de restauration et de définir des stratégies de conservation préventive. Puis un second axe qui est un axe diachronique qui est plus relié à l'histoire de l'art ou au travers des éléments de datation, d'études des matériaux au sens position historique, d'en déduire des aspects autour des provenances, des routes commerciales et finalement enrichir finalement nos approches historiques et nos connaissances et le rôle sociologique ou ethnologique de l'ensemble de ces aspects-là. Et puis un axe qui aujourd'hui prend une place de plus en plus grande, et vous en êtes la démonstration en tant que communauté, qui est un axe d'organisation de l'information et de la médiation, au travers desquels, dans toutes ces acceptions, autour desquels, via la création de bases de données, de modèles 3D, de systèmes de mise en cohérence au niveau de l'archivage et de la conservation de ces informations, on peut assurer à la fois enrichir les éléments de recherche, c'est un des objectifs, assurer de la médiation, de la mémographie et une dissémination la plus grande possible. Ce qui fait qu'autour de l'ensemble de ces systèmes-là, on retrouve un nombre d'acteurs qui dépasse largement, je dirais, le monde de la recherche. Parce que en réalité, l'ensemble de ces acteurs des sciences du patrimoine, c'est tous les producteurs de connaissances, ce sont tous les producteurs de connaissances,
Et il y en a un très grand nombre, et on voit que effectivement, on retrouve aussi bien des scientifiques de la conservation, des physiciens, des chimistes, évidemment des scientifiques du numérique, mais aussi des conservateurs restaurateurs, des documentalistes, des juristes. Et ce point-là ont été abordés précédemment également, des architectes, mais des anthropologues, des ethnologues. Et éventuellement aussi pour des aspects liés à des éléments de trafic ou d'authentification, éventuellement des collègues de la police. Donc en fait, on se retrouve avec un écosystème extrêmement large de contributeurs de ces données, chacun à son niveau pour des raisons différentes et sur lesquelles, évidemment, on a aujourd'hui une capacité de garder la mémoire de tout ce qui est produit qui reste relativement limitée. Les objectifs stratégiques d'Espadon tels ils avaient été définis dans le cadre du dépôt de l'Equipex, qu'on a obtenu dans le cadre du PIA3, des troisième vague des projets d'investissement d'avenir du ministère de la Recherche. C'est basé sur le constat suivant. D'abord, répondre à un enjeu instrumental et augmenter nos capacités de spatialisation et passer d'éléments d'analyse localisés vers des éléments d'analyse 2D, 3D, qui est un premier élément, au-delà des aspects de numérisation, mais même au niveau des outils de caractérisation, quels qu'ils soient, physico-chimiques ou autres. Et d'être capable de mettre en place et de garder en mémoire des éléments multidimensionnels qui soient multi-échelles ou multitemporels, et de pouvoir, au travers de ces aspects-là, approcher de façon plus complète des possibles en termes de gestion multimodale ou de traitement multimodal qui en sont aujourd'hui plutôt à des éléments de balbutiement. Mais de façon à pouvoir extraire une information supplémentaire que la somme des informations présentes. Voilà. Mais immédiatement, évidemment, se pose une question cruciale qui a été largement évoquée déjà, qui est la gestion des données massives, tant d'un point de vue du traitement que des échanges, que du stockage. Donc, on voulait aussi faire en sorte que ces aspects-là soient présents à l'intérieur du projet, de façon à préparer en fait la transition numérique et le changement de paradigme qui est en train de se jouer de ce côté-là. Et pour ça, essayer de fédérer, de former les communautés. Donc, vous êtes déjà à l'intérieur de cette dynamique-là, scientifique et professionnelle en France, donc de façon globale au niveau de l'ensemble des sciences du patrimoine, en intégrant évidemment tous les éléments de gestion autour de la vérification des données, avec un objectif quand même derrière qui est d'enrichir la possibilité d'accès aux œuvres et de pouvoir mettre à disposition au niveau des chercheurs et au monde culturel d'un point de vue général un nouveau média transdisciplinaire qui pourrait aussi permettre de produire et d'avoir une ouverture vers vers le monde socio-économique, Archéovision en étant la démonstration, avec des possibles peut-être encore plus importants, et évidemment faciliter la diffusion vers la société civile et aux acteurs publics. Et au niveau, je dirais, de l'ambition nationale derrière ça, c'est aussi de pouvoir jouer un rôle et de s'inscrire dans une dynamique qui est aujourd'hui européenne, donc que vous connaissez bien, et d'intégrer cette communauté et pouvoir en être un des acteurs présents, de façon à ce que, on le voit bien au niveau de ce que vous présentez, des outils qui sont présents, faire en sorte de pouvoir petit à petit mettre en place et s'appuyer sur des éléments déjà développés sur lesquels on aurait déjà un temps d'avance par rapport à nos collègues à l'international. Et derrière tout ça, assurer la co-construction et l'implémentation de cet objet patrimonial augmenté au travers à la fois des sciences humaines et sociales, intégrant tous les domaines des sciences humaines et sociales tels qu'on les a décrites avant, les sciences expérimentales et les sciences numériques. C'est-à-dire que le possible, je dirais, la possibilité de mettre en œuvre Espadon oblige finalement à changer un petit peu de paradigme et d'intégrer l'ensemble de ces
de ces différentes sciences qui sont présentes et on n'a pas le choix de les intégrer, de les penser et de penser l'ensemble, le projet de tous ensemble au travers de nos spécialités. Alors, le coordinateur et le porteur scientifique, enfin, administratif du projet, c'est la Fondation des sciences du patrimoine. Je ne sais pas si chacun d'entre vous connaît cette fondation, mais cette fondation a été issue d'un LABEX au tout départ et puis s'est transformée finalement en fondation et qui présente l'avantage suivant. C'est à la fois d'intégrer des partenaires qui sont des partenaires du ministère de la Culture, un certain nombre de laboratoires présents tels que le CEDERMF, le RMH, le CCRP ou d'autres, mais aussi des établissements publics tels que le Louvre, le musée du Quai Branly, la BNF, donc des EP tels que ceux-là, qui sont évidemment eux aussi fournisseurs d'énormément d'éléments de données. Et puis le CNRS également, avec le ministère de la Culture, et puis des écoles de formation. Donc, ce qui est un point relativement important. Et on a adjoint autour de ce cœur, qui était celui de la FSP, un certain nombre d'acteurs supplémentaires qui peuvent être dedans ou non depuis longtemps, mais des acteurs des sciences expérimentales, des acteurs des sciences du numérique et des acteurs des sciences humaines et sociales reconnus et largement reconnus au niveau national. Donc, on était à une quarantaine d'institutions et petit à petit, et ça reste un projet de recherche, on agrège un certain nombre de partenaires supplémentaires de façon à assurer, je dirais, la construction d'un modèle qui sera le fruit de l'expression d'un besoin collectif et d'une construction, complètement collaborative, de façon à ce que finalement les choses puissent se prendre en main et être prises en main et acceptées par l'ensemble des communautés. Donc c'est un point important. Et pour repositionner, je ne vais pas passer longtemps sur cet aspect-là, Espadon au sein de l'écosystème, vous le voyez ici, il est à la fois national, européen et international au travers d'un certain nombre d'initiatives qui peuvent être menées. Et l'idée, c'est d'essayer d'être au centre de l'ensemble de toutes ces initiatives qui ont chacun, je dirais, leur capacité, leur spécificité, leur spécialité, et de faire en sorte que finalement, on trouve un moyen, au-delà d'agréger l'ensemble de ce qui est fait, de déterminer, de créer ce qui sera le futur écosystème Espadon, et la création de cet objet patrimonial augmenté dont vous avez ici une description en anglais parce que on reste sur une volonté aussi, et je pense que c'est effectivement important de tout de suite s'inscrire dans une dimension qui est une dimension internationale. De toute façon, les objets, les tableaux sont pas uniquement sur notre territoire, les sites non plus, et puis les concepts de sciences humaines et sociales non plus. Donc, vous pouvez retrouver des choses aussi bien au musée du Louvre qu'au Rijksmuseum, qu'aux États-Unis ou au Getty ou ailleurs. Donc, en fait, on est de toute façon, je dirais d'emblée, on a sans doute intérêt d'emblée à penser globalement et de façon internationale à l'ensemble des éléments qu'on construit. Alors, le modèle, il est relativement simple, finalement. Si on considère, on part d'un objet matériel, mais on pourrait très bien partir de quelque chose qui serait immatériel. L'objet, il est patrimonialisé. S'il est patrimonialisé, que c'est un musée, que ce soit un musée, un site, une collection, un objet, ça veut dire qu'en fait, il a déjà autour, il y a déjà eu une identification qui a généré cette patrimonialisation. Donc, ça veut dire qu'il est environné de façon souvent dispersée, souvent non numérique, alors de plus en plus numérique, mais il y a quand même une grosse part de l'information qui ne l'est pas. Il est environné de documentation, d'archives, de données diverses et variées. Et si jamais on veut commencer à travailler sur cet objet, ou si il fait partie d'un corpus qu'on va étudier, on va finalement avoir un objet qui va être documenté. Et cet objet documenté va servir de base au travers de l'évaluation de l'information qu'on va en faire, d'une identification des éléments qui n'ont pas été étudiés et donc de définir un modèle d'étude. Donc, on va se retrouver avec une question et un objet qui va être questionné. Donc, on est typiquement à l'intérieur du modèle
modèle SIDOC, hein, effectivement, c'est quelle est la question qu'on pose, qu'est-ce qu'on cherche finalement à rendre compte. Et puis, on peut, autour de cet objet, avoir une approche complètement interdisciplinaire venant de différentes spécialités, où on va travailler ou sur la matérialité de l'objet, si c'est un objet, ou sur des questions qui peuvent être plus liées à la conservation, telle que je l'ai décrit en premier. Et on va pouvoir l'étudier à différentes échelles, différentes dimensions et à différents instants également, et adjoindre éventuellement des informations de suivi en continu. Et puis, si on est capable de complètement environner cet objet et l'ensemble de ses résultats autour d'un modèle qui peut être un modèle 3D, avec un repositionnement de l'information géolocalisée de façon absolue, on peut aussi commencer à se poser ces questions-là. Finalement, en ayant la mise en place d'un vocabulaire parfaitement contrôlé, des éléments sémantiques qui soient bien portés, assurer une interopérabilité et construire quelque chose dans lequel on aura finalement un espace où on retrouvera de l'information venant de différentes disciplines. Et puis, de façon itérative, il peut être réinterrogé, ou comme je le disais, de façon continue, si on intègre des données qui sont de type environnement climatique, par exemple. Et l'idée, c'est d'avoir finalement une plateforme, un écosystème où on pourra regarder cet ensemble de façon multidimensionnelle et d'assurer finalement d'en permettre profiter l'ensemble des communautés de recherche et aussi je dirais, l'ensemble des publics, hein, et ces informations puissent être réutilisées dans différents cadres, voilà, tout en assurant les éléments dont on a parlé, hein, de propriété relevant des producteurs de données. Donc, en intégrant évidemment des questions relatives à c'est Sarah qui parlait de OrcID pour les personnes qui produiraient de la connaissance, évidemment, qui en plus présenterait l'avantage de définir l'ensemble de ces éléments, enfin des institutions auxquelles la personne est reliée, et donc de définir immédiatement l'aspect juridique. Donc l'objectif à terme, c'est bien de construire un atlas, finalement un atlas numérique, dynamique, diachronique, transdisciplinaire, multidimensionnel en termes d'éléments d'information et collaboratif, qui reprendrait et qui, sur la base d'un système distribué, évidemment, permettrait de réintégrer, comme l'a redécrit Valentin, il n'est pas forcément obligatoire de garder l'ensemble de l'information, mais par contre de pouvoir la reconstruire dans un espace et de la regarder sous l'angle ou sous l'axe qui nous intéresse le plus dans notre spécialité, et éventuellement aussi d'identifier, on le voit en bas à droite, des éléments qui seraient des éléments de manque et qui pourraient être des axes de recherche nouveaux qui pourraient se présenter. Alors la structure organisationnelle, malheureusement, elle n'est pas très très originale, elle est assez classique dans le cadre d'un projet ANR ou d'un projet européen, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on a évidemment des aspects de management, de gestion du projet, mais on a 4 gros work packages, lots de travail, qui sont dédiés à du développement instrumental. Donc, c'est un point quand même assez particulier. C'est ce que j'avais mentionné au début. Le passage de l'analyse localisée vers du 2D, 3D. Je vous décrirai plus en détail après ce que ça signifie en termes d'analyse, un WP autour des sciences humaines et sociales, un autour du climat qu'on a rajouté en plus du projet de départ, parce qu'aujourd'hui, ça prend une place qui est d'autant plus importante. Évidemment, un WP data et un WP formation. Et le WP data, en fait, étant commun, en fait, et transverse à l'ensemble du projet, qui se redécline sur la base de missions thématiques et transdisciplinaires que vous pouvez voir au-dessus, où on a défini un certain nombre d'éléments. Le premier étant, et celui qu'on est en train de finaliser aujourd'hui, l'OPA, l'objet patrimonial augmenté, au prisme des métiers, c'est-à-dire essayer d'identifier l'ensemble des communautés qui produisent de la connaissance et de voir finalement leur existant en termes de nature de données, type de logiciel, type de base qu'ils peuvent utiliser, est-ce qu'ils ont des thésaurus spécifiques en fonction de leur spécialité et de leur dynamique.
Ensuite, une mission d'interopérabilité instrumentale, de stratégie analytique autour de la plateforme et des plateformes de recherche, avec une volonté là plutôt de traiter des questions plus hardware au niveau des outils et pour aller vers du multimodal. Une mission pour l'interopérabilité des données qui est complètement, je dirais, inscrite dans ce que peut faire le consortium 3D, dans ce qui a déjà été largement avancé au travers d'agrégateurs tels qu'Europeana. C'est comment finalement retrouver et agréger aussi, et pouvoir repositionner éventuellement dans le modèle et dans l'écosystème Espadon des données déjà existantes, même si très certainement ça peut comporter un certain nombre de difficultés. Une mission sur le cycle de vie des données et puis des aspects de valorisation et de communication vis-à-vis de l'extérieur. Donc, vous le voyez présenté autrement, ces différents work packages avec 4 work packages instrumentaux, un work package SHS, un aspect un peu particulier sur le climat et les data et la formation. Donc, en termes d'outils, pour que vous compreniez l'idée qu'il y a derrière, c'est de garder dans les nouveaux outils qui vont être développés, de garder une orientation, et c'est vrai pour tous ces work packages instrumentaux, autour de une évolution vers du 2D, 3D et aussi du multi-échelle. Ce qui veut dire que globalement, il y a typiquement sur ce work package autour des rayons X, à la fois de la capacité de développer des systèmes à très grande échelle de radiographie, de tomographie X, par exemple, et de faire de la microtomographie X avec Astérix. Donc, au départ, c'était avec le C2RMF, de la micro-XRF du côté du LAPA au niveau du CEA, chez Philippe Dillman, et puis de la haute performance du côté de la ligne du Puma avec une orientation vers de la capacité de décrire des mécanismes ou des éléments à une échelle micro et essayer de pouvoir remettre tout cela ensemble. On a un deuxième work package autour d'une nouvelle ligne pour l'accélérateur de faisceau d'ion Aglaé, l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, avec une volonté de passer là aussi de l'analyse localisée telle que fonctionne le produit aujourd'hui Aglaé, même si on a le début de quelques éléments en 2 dimensions qu'on essaie de mettre en place. Mais l'idée, c'est de pouvoir typiquement, au travers de la transformation de la ligne, enfin de l'extraction d'une partie de la ligne, de pouvoir finalement faire des cartographies chimiques élémentaires de tableaux entiers. Et pour ça, il y avait eu le projet New Aglaé qui permettait de stabiliser le faisceau. Et là, on veut passer à une échelle supérieure avec cette nouvelle ligne et pouvoir typiquement finalement rendre compte d'un tableau au complet avec finalement un niveau de résolution et de sensibilité de rapport signal sur bruit qui serait notoirement amélioré par rapport à ce qui se fait classiquement avec des systèmes de macro XRF, donc de fluorescence X, le pixel permettant de gagner 2 ordres de grandeur, tant d'un point de vue de la résolution spatiale que du rapport signal sur bruit. Et évidemment, pouvoir aussi robotiser de façon le système à pouvoir aussi prendre en compte des objets qui ne soient pas seulement 2D, mais aussi 3D, au travers de la mise en corrélation, la prise en volume de l'objet qui a été étudié, éventuellement polychrome, et de pouvoir reproduire finalement ce même mouvement au travers de l'analyse de façon totalement sécurisée. On a ensuite un work package qui est dédié plutôt aux analyses utilisant des énergies plus faibles et plutôt des appareils portables autour de tout ce qui est ce qu'on a appelé le groupe de travail lumière, utilisant l'interaction lumière-matière, typiquement autour du visible ou à des énergies encore plus faibles. Et où là, l'idée, c'est d'intégrer des nouvelles, de façon plus complète, des nouveaux éléments d'imagerie hyperspectrale, de tomographie en cohérence optique, des systèmes d'holographie pour faire de la concentration préventive, et de pouvoir, là aussi, rendre compte de façon plus complète d'éléments de caractérisation sur des objets
qui ne peuvent pas se déplacer, et pouvoir aussi amener à un niveau de qualité d'information supplémentaire pour tout ce qui ne peut pas passer devant des outils tels qu'Aglaé ou le Synchrotron. Et avec l'idée de pouvoir finalement coupler l'ensemble de ces informations, vous voyez ici représenté, typiquement sur un manuscrit, où on va coupler tous les éléments et pouvoir rendre compte petit à petit de la structure interne de ces matériaux. Donc, de passer finalement de l'externe vers l'interne à différents niveaux, d'un point de vue à la fois structurel, mais aussi d'un point de vue physico-chimique, et donc d'augmenter la compréhension et de pouvoir aider derrière au travers des informations qui seront apporter, augmenter la qualité de ce qu'on pourrait produire et de comprendre en termes de provenance, de datation, d'attribution, ou d'améliorer les éléments de restauration et de conservation. Puis ensuite, on a un Work Package qui porte le doux nom de Pastaga, parce qu'il est dirigé par nos amis de Marseille, qui ont toujours le chic pour trouver des noms reliés à leur région, et ce qui est plutôt sympathique, et qui traite en fait du patrimoine à la fois archéologique et architectural. Là, l'idée, c'est d'avoir des outils qui permettent de s'attaquer effectivement à l'aspect monumental. Donc, vous en voyez ici un certain nombre d'exemples pour traiter des mêmes questions à la fois de conservation et restauration et d'analyse. Donc, typiquement, il y en a un projet avec le CICRP de développement au niveau d'un drone, d'un système Lix et Raman, en même temps que de coupler la photogrammétique pour pouvoir rendre compte complètement d'éléments à des échelles qui aujourd'hui sont difficiles à atteindre et de pouvoir les récupérer, et aussi documenter en s'appuyant sur des outils déjà développés par le MAP depuis très longtemps, tels que Aioli, pour rendre compte des éléments d'altération typiquement, et donc travailler, être capable d'appréhender ces aspects-là. Au niveau des questions SHS et du groupe de travail SHS, évidemment, là, il y a un changement de paradigme à mettre en place. L'idée étant de mettre en réseau un certain nombre d'éléments d'information qui aujourd'hui sont difficiles à accéder, hormis au travers d'éléments mis en ligne qui représentent de livres qui peuvent être numérisés et d'aller rechercher avec des systèmes codicologiques, éventuellement des termes. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en place des éléments dès le départ dans le cadre du travail au niveau SHS, finalement de la brique élémentaire de connaissances en SHS, de façon à qu'on puisse environner aussi ces données de SHS qui sont produites par les chercheurs et par les acteurs du monde de l'histoire, de l'art, notamment, mais pas seulement, de façon à ce que cette information puisse être reportée là aussi de façon nouvelle à l'intérieur du système, sans tomber forcément sur du positivisme à tout crin, mais voilà, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse aussi respatialiser cette information sur nos objets ou sur les concepts qui sont définis. Et donc, cette augmentation dont on parlait tout à l'heure, elle soit non seulement je dirais, mesurable directement, mais aussi reposant sur des éléments de concept et de description du côté de l'histoire de l'art, de l'histoire ou éventuellement des pratiques, et qui permettent d'entrer à l'intérieur de l'approche de l'objet ou du concept ou de la pratique au travers de concepts qui soient des concepts SHS. Je vais passer très vite sur l'aspect climat parce que sinon je vais dépasser. Mais l'idée, c'est finalement, au travers de ces informations et du suivi, là aussi multi-échelle, tant à l'échelon local qu'à l'échelon, je dirais, macro avec des éléments satellitaires, mettre en lien de façon multi-échelle les données localisées et les données très génériques à des dimensions qui peuvent être macro ou micro, et pouvoir en faire finalement produire derrière de la modélisation qui nous permettront de mesurer, d'évaluer, de prédire, et de relier à l'objet lui-même et d'en assurer une meilleure conservation. Le volet data, je pense qu'il a été décrit dans l'aspect concept au départ. On voit bien qu'on va vers quelque chose qui forcément est multidimensionnel, mais à n dimensions, intégrant l'ensemble des existants et des efforts qui ont déjà été portés
la communauté Consortium 3D, mais en essayant d'y ajouter en plus des éléments de système de type SIG, mais en plus des éléments venant de l'ensemble des données produites par les acteurs des sciences du patrimoine, et essayer de finalement assurer la mise en corrélation de données. En fait, hein, c'est ça qui est derrière. Au-delà d'avoir une liste telle qu'on peut l'avoir au travers d'agrégateurs d'informations qui sont subséquentes, pouvoir les visualiser à l'intérieur d'un espace qui soit un espace tridimensionnel. Et un volet, évidemment, formation. J'ai vu que c'est quelque chose que vous aviez complètement pris en main. C'est aussi quelque chose qui nous tient énormément à cœur et dans lequel on pourrait éventuellement travailler ensemble. Donc, j'ai évoqué rapidement l'émission thématique. Je vais juste faire je vous les ai déjà présentés, faire le point sur l'OPA au prisme des métiers. L'idée, c'était de cartographier concernant l'ensemble des acteurs du monde du patrimoine, comme je disais, leurs besoins, la nature des données qu'ils produisent, comment faire en sorte avec eux de définir une future interface utilisateur, mais aussi des éléments conceptuels qui pourraient leur être utiles directement, essayer de créer des choses qui pourront les aider en open source, y compris à environner leurs données, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous mettez que n'importe qui travaille, s'il y a 2 jours pour créer les données et qu'il faut 10 jours derrière pour les environner et finalement assurer qu'elles soient à l'intérieur d'un espace, les gens ne font pas l'effort. Et ce qui ressort de cette mission d'OPA au prisme des métiers, qui est la première qui a été menée, et on n'a pas complètement terminé le travail, mais on est en phase de le terminer, c'est qu'il y a des craintes qui s'expriment tant du côté de la propriété intellectuelle, donc ce que présentait Sarah au niveau des aspects je dirais de propriété de ce point de vue-là est extrêmement importante. Et puis aussi, avoir des outils qui vont non pas rendre complètement transparent la capacité d'environner de métadonnées, de paradonnées, ce qui est produit, mais en tout cas de simplifier et de faire en sorte que ça soit aussi léger que possible. Donc ça, c'est un enjeu qui est très fort. Donc vous voyez ici l'ensemble sur la colonne de gauche, l'ensemble des éléments qu'on avait, des segments qu'on avait mis à l'intérieur pour essayer de couvrir tous les champs. Donc, on retrouve les restaurateurs, les personnes qui travaillent en régie, en conservation préventive, les documentalistes, des anthropologues, des sociologues, des historiens. Essayer de faire et de les faire penser et de les faire se projeter vers un outil tel que celui-là et d'en extraire leurs besoins pour pouvoir penser un modèle global. Et puis les autres missions, je vais pas vous les décrire. Je pense que elles sont un petit peu plus classiques et déjà traitées au travers de tout ça. On a eu et on a la possibilité d'avoir le soutien de thèse et Alexandra Stoleru qui finalement a une thèse qui a pour objectif d'appréhender le projet d'un point de vue empirique au travers d'objets réels, donc comme c'était décrit, c'est-à-dire au travers de projets de recherche, et d'essayer d'appliquer l'ensemble de ce qui est de ce qu'on développe d'un point de vue conceptuel et de la mettre en relation avec une approche empirique et petit à petit essayer de faire se rejoindre les deux et d'identifier les freins, les difficultés qui peuvent se présenter. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on essaye de faire entrer à l'intérieur d'Espadon le maximum d'acteurs qui sont déjà très avancés au niveau de l'ensemble de ces questions, de façon à ne pas réinventer des choses qui ont déjà été résolues, mais au contraire de profiter de l'ensemble de cette force et que chacun puisse s'approprier finalement la dynamique du projet et profiter aussi de ce qui sera créé pour valoriser ce qui a été développé. Et puis, on essaye de communiquer au maximum autour de tout ça et de faire en sorte de profiter, de passer, comme je le disais, à cette dynamique collaborative. Et j'espère qu'on pourra complètement s'intégrer à l'intérieur des dynamiques de travail que vous avez mis en place. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter cet énorme projet. Voilà. Et on va prendre le temps de quelques questions. On a, je pense, le temps s'il y a des questions dans la salle. Une question. Merci Xavier.
Merci beaucoup pour ta présentation parce que ça a permis de nous éclairer un petit peu en fait sur les travaux d'Espadon. On avait déjà eu l'occasion d'en discuter au printemps dernier. C'est Florent Laroche qui parle. Je ne sais pas si tu me vois. Oui, oui, j'avais bien reconnu, oui. Ouais, j'avais une petite question, enfin deux petites questions préliminaires. La première, c'est sur la typologie des objets que vous envisagez d'étudier. Est-ce que c'est des objets qui sont in situ, qui sont dans des archives, dans les musées? La taille des objets également. Est-ce que vous vous attaquez à des objets beaucoup plus massifs, type bâti? Voilà, c'est des choses qui n'ont pas forcément été précisées. Et une deuxième question, c'est sur les résultats attendus. Je crois que votre projet du PIA va jusqu'en 2029 de mémoire. Quels Oui. sont les premiers résultats que vous avez pu obtenir et est-ce qu'ils vont être et je pèse mes mots, en open access ou en open source, disponibles auprès de tous? Alors, au niveau de… Moi, je vais décrire je vais essayer de répondre dans l'ordre. Au niveau de ce qui est envisagé en termes de couverture des objets, je vais juste allumer les lumières parce que à Chypre, il fait un peu plus sombre. Enfin, peut-être que vous me verrez mieux. La nuit est déjà tombée. C'est tout type de patrimoine dont on parle. Donc, il y a à la fois, même au niveau des outils, un certain nombre de choses qui sont développées pour s'attaquer à la fois au bâti, au site archéologique, mais en même temps, des choses sont développées pour travailler sur les objets muséaux. L'objectif, c'est pas d'étudier les objets en tant que tels, hein, c'est bien de créer un écosystème qui permettra et de changer les pratiques, je dirais, des uns et des autres à terme, de façon à ce qu'on se simplifie et que directement les données et les analyses qui sont produites par tout à chacun, ou les connaissances qui sont apportées par tout à chacun, soient directement environnées, de façon à ce qu'elles puissent s'intégrer directement à l'intérieur de l'écosystème. Donc c'est ça, c'est cet objectif-là qui est poursuivi. Mais la difficulté, bah, évidemment, on l'a vu, c'est compte tenu du nombre d'acteurs différents et des intérêts des uns et des autres qui ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas forcément identiques. Pour autant, il faut trouver un moyen de faire en sorte que chacun environne correctement les choses. Donc, il faut penser cet aspect-là d'abord. Et puis, d'autre part, derrière, essayer de voir comment il peut être appréhendé et comment il pourra être représenté dans l'écosystème à terme, c'est-à-dire effectivement dans 7 ou 8 ans maintenant, et quelle forme il prendra. Et certainement une forme de projection numérique avec des éléments de visualisation de ces informations et la capacité aussi de garder les données brutes de façon à pouvoir les reproduire sur du long terme et de pouvoir bénéficier de nouveaux possibles, tant dans la façon de les traiter d'un point de vue multimodal que de les traiter d'un point de vue mathématique avec des nouveaux outils tels que ceux qui seront inventés peut-être dans 20 ans. Donc, il y a cette volonté-là. Donc, je dirais on a une ambition très, très générique, évidemment. Et effectivement, il y a, pour répondre à la question sur l'open source et l'open data, il y a les deux. C'est-à-dire que ça, effectivement, ça va nous obliger, et ça nous oblige immédiatement à réfléchir à quelque chose qui est problématique, hein, ce qui est l'aspect de la propriété des données. L'idée, c'est qu'on ait une inscription à l'intérieur de la donnée, attachée à la donnée, sans qu'elle puisse être retirée. Alors, est-ce qu'on parle de blockchain? Est-ce qu'on parle d'autres types de technologies? Mais de faire en sorte que la donnée créée aujourd'hui, 14 décembre par Florent Laroche, si elle est reprise dans 30 ans par quelqu'un à l'intérieur d'un autre élément conceptuel ou réutilisé en complément d'autre chose, elle soit toujours étant identifiée comme ayant été produite le 14 décembre par Florent Laroche, qui appartenait à telle institution, donc à l'ENSA de Nantes, et donc tombant sur les éléments de législation qui sont ceux qui sont couverts par cette institution. Et donc, tant qu'on reste dans le domaine de la recherche, c'est complètement, je dirais, ouvert et échangeable. Dès qu'on va tomber vers quelque chose qui peut être exploitable d'un point de vue financier, et ça peut être d'autres règles. Et puis, il peut y avoir des éléments sous embargo à définir par les institutions, et c'est la politique des institutions et pas des personnes elles-mêmes qui va rentrer dans une de compte. Si on a un ORCID qui définit bien l'ensemble de ces éléments-là, c'est des choses qu'on peut très bien imaginer pouvoir gérer avec des éléments de filtre, embargo, parce que voilà, le CNRS le décide pendant
un an, pendant 2 ans, ou alors données sensibles, parce que si je le disais, ça peut être des éléments qui concernent, qui peuvent être problématiques par rapport à des aspects de trafic ou autres, et qui sont pendant un certain temps gardés sous silence. Voilà. Donc il y a cette dimension-là. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à toutes les questions, mais voilà. Donc c'est très ambitieux. J'en suis parfaitement conscient. Oui, c'est très ambitieux. Peut-être pas sur la typologie des objets. Je voyais des têtes dans la salle qui me faisaient toujours pas bien saisi. Mais en tout cas, je pense que les premières slides et dans le WP2, là, tu indiquais effectivement que c'était plutôt des objets petits. Vous n'attaquez pas forcément à des châteaux, quoi. Je caricature volontairement. Si, dans le WP4, en fait, c'est le Pastagas, c'est les œuvres monumentales et c'est les sites. J'avais parlé du drone LIPS et de l'ensemble. Donc, c'est aussi cet aspect-là qui est… Parce que en fait, il y a une des réponses… Alors, évidemment, moi, j'ai une casquette plutôt physico-chimiste et plutôt spécialiste de la conservation. Mais l'idée, c'est, aujourd'hui, si je prends… Pourquoi il y a un intérêt par rapport à ça, à la fois au niveau des outils, mais aussi pour la conservation. Quand vous travaillez à l'intérieur d'un édifice, typiquement, si c'est une cathédrale, à 30 mètres de haut, des efflorescences. La capacité d'avoir des outils pour caractériser ces efflorescences, pour savoir si c'est des sels qui sont en train de cristalliser ou si c'est quelque chose d'une autre nature, et donc qui peut aider à la conservation et trouver des solutions et définir un cahier des charges opérationnel pour des gens qui vont intervenir, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ça oblige de mettre en place des moyens qui sont colossaux. Ça veut dire mettre en place un échafaudage, mettre en place des équipes. Voilà, c'est une opération qui va prendre un temps très, très long. Pouvoir documenter à chaque fois que ça arrive de façon simplifiée des éléments tels que cela et les garder en mémoire et pouvoir aussi finalement rendre compte de l'évolution de l'objet au sens générique monumental tel que celui-là est quelque chose d'extrêmement important parce que 20 ans après ou 30 ans après, quand vous revenez à la DRAC et que vous cherchez une information, vous ne savez pas qu'il y a une efflorescence en haut, je peux vous dire qu'il n'y a pas de mémoire de tout ça. Et donc, ça, sont des éléments qui aujourd'hui, je dirais, sont des éléments qu'on peut mettre en œuvre, dont on peut garder une mémoire et qui pourront en plus nous permettre de modéliser des évolutions en fonction du changement climatique et des éléments et des événements à venir. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir se servir de cette information dynamique, je dirais, au fur et à mesure qu'elle est générée, pour pouvoir faire de la prospective autour de tout ça. Donc, c'est pas simplement autour des éléments de connaissance. Donc, et derrière, il y a des vraies questions pratiques et il y a des vraies questions aussi d'économie. Indépendamment de l'étude et de la compréhension esthétique et du rôle de tel ou tel aspect de représenter, que ce soit au niveau des vitraux, au niveau… Voilà. Donc, il y a un ensemble de choses autour qui peuvent être extrêmement intéressantes. Et aujourd'hui, on n'a pas d'outil de caractère avec un drone où on peut faire un petit peu d'hyperspectral, avoir quelques idées éventuellement de ce qui est présent, mais pas d'un matériau. Donc, voilà, il y a des enjeux et ça, pouvoir le documenter, le garder et pouvoir le mettre aussi à disposition de tout le monde, c'est essentiel. Ok, merci. J'aurai une dernière question, Xavier, ou pas? À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle. Je suis ravi, en tous les cas, à la fin de ta présentation, que tu aies proposé d'élargir un peu les coopérations. Je suis content que le MAP également soit présent, parce que c'est vrai, quand on regarde bien un peu l'écosystème d'Espadon, il y a beaucoup de structures finalement qui restent parisiennes, hein, dans les partenaires d'origine. C'est logique. Pour autant, effectivement, si on regarde au sein du consortium 3D, qui existe depuis, je regardais, 2014, il y a pas mal de résultats qui sont cités par Espadon, qui ont déjà été faits par la communauté. Il y a plus de 40 laboratoires et universités qui sont présents dans le consortium depuis maintenant 8 ans et qui ont déjà œuvré en fait, pour tout ça. Donc, ma question est, comment vous envisagez au sein d'Espadon d'élargir ces collaborations? Vous avez monté au printemps dernier les états généraux des données patrimoniales. Ça veut dire qui dit états généraux, ça s'adresse à tout le monde au niveau national. Donc, comment cette articulation va se faire finalement avec la province? Voilà, je caricature volontairement. Oui, alors, bon, je vous rassure tous, je vais pas être la défenseur d'un parisianisme à l'excès. Non, on a complètement pensé, en fait, moi je suis complètement, je dirais, conscient de cet aspect-là et on a mis en place et on a commencé à mettre en place un certain nombre d'éléments supplémentaires. Alors, on a quand même dans le consortium des Marseillais, le MAP qui est aussi à Lyon depuis le début, mais j'ai pris largement contact avec aussi Bordeaux et les équipes
les équipes d'archéosciences de ce côté-là, et puis il y a d'autres personnes à Lyon avec qui je travaille d'un point de vue instrumental. Et en fait, juste pour préciser comment on fait, l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte de rentrer à l'intérieur des éléments de réflexion et de faire participer l'ensemble des personnes qui ont déjà résolu un certain nombre de questions autour de tout ça, et de les faire rentrer dans le projet de recherche par lui-même. L'idée étant de pouvoir mettre en commun les forces et de faire bénéficier à la fois de ce qui est développé directement les personnes qui rentreraient. Donc, on met là en place la signature de convention pour rentrer à l'intérieur d'Espadon. Espadon, de toute façon, c'est un projet de recherche. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans un équipex où on veut développer un élément et on fait de l'ingénierie. Évidemment, on est loin de cet aspect-là. On veut absolument que ça reste un projet de recherche, et on veut que ce projet de recherche, il soit, je dirais, nourri petit à petit par l'ensemble des personnes et des acteurs qui ont œuvré. Et donc, on a mis en place un template qu'on fait et qui représente un accord qu'on signe avec les différents acteurs, qui permettent de rentrer et de suivre Espadon et de participer et de éventuellement, comment dire, aussi bénéficier. Il y a évidemment sur les aspects instrumentaux, c'est très précis, c'est des choses développées. Ça n'empêche pas qu'on puisse être rejoint, mais c'est plus spécifique. Sur l'aspect data, il y a des moyens pour avoir des hommes-mois. On a de quoi payer 15 années de développement sur ce premier projet au total. Donc, si c'est défini avec les nouveaux acteurs et que ça sert des intérêts qui sont communs à tous, on va le mettre en place, et c'est comme ça qu'on le pense. Et avec des possibles réorientations, c'est-à-dire que les éléments ne sont pas figés aujourd'hui, et forcément, il y a des solutions qui vont apparaître d'ici 3 ou 4 ans qu'on n'aurait pas forcément pensé aujourd'hui. Donc, mais l'idée, ce n'est pas de partir de zéro, c'est vraiment de s'appuyer sur justement tout ce que vous avez en partie présenté là, d'identifier ce qui est mature, ce qui est presque mature et qui a besoin d'adapter ou d'amplifier un petit peu, de façon à ce que tout ça n'ait pas été vain, mais en assurant évidemment les éléments de propriété et d'origine de ce qui sera produit. C'est bien aussi l'objectif. Voilà. Merci Vincent, je crois qu'on a explosé le